Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à cette masterclass sur le thème de la protection du mineur non résident français. Je m'appelle Marion Nadeau, je travaille au CRIDON Sud-Ouest de Bordeaux, où je suis juriste consultante et responsable du service de droit international privé européen et comparé. Parmi les sujets proposés par les organisateurs de ce congrès, j'ai choisi de vous parler de la protection du mineur ayant sa résidence habituelle à l'étranger et qui hérite en France ou qui vend un bien immobilier lui appartenant en France. Prenons un exemple. Pour illustrer la situation visée, et puisque nous sommes en Belgique, prenons un exemple franco-belge. Un enfant mineur de nationalité française hérite ab intestat de sa grand-mère paternelle française, et il hérite par représentation de son père prédécédé. Il vit en Belgique avec sa mère. Un notaire français est chargé du règlement de la succession en France, et il va se demander quelles formalités doivent être effectuées pour transmettre les biens à cet enfant mineur non résident français, résident en Belgique. Dans pareille situation, le notaire qui s'interroge sur les conditions particulières de l'option successorale, en présence de ce mineur résident étranger, devra au préalable, premièrement, s'interroger sur la loi applicable, et plus précisément, d'une part sur la loi applicable à la détermination du représentant légal de l'enfant, et d'autre part sur la loi applicable aux conditions d'exercice de cette responsabilité parentale. La loi en question permettra de déterminer s'il y a une autorisation préalable du juge à requérir ou un contrôle, même a posteriori, de l'acte accompli par le représentant légal du mineur. Et dans ce cas, le notaire devra s'interroger dans un second temps sur la détermination du juge compétent au plan international. Nous allons donc nous intéresser aux règles de conflit de loi et aux règles de compétence juridictionnelle en matière de protection des biens du mineur à l'international. Force est de constater que le système de règles de droit international privé dans ce domaine est devenu au fil du temps assez complexe et source de difficultés. Complexe d'abord parce que la matière de la protection des biens du mineur et de la responsabilité parentale n'échappe pas à un phénomène de diversification et d'internationalisation des sources. Et donc, à côté de la règle de droit interne, de la règle de droit commun, qui occupe encore une petite place, surtout en matière de compétences juridictionnelles, la protection des biens du mineur et la responsabilité parentale font également l'objet de conventions internationales, convention de La Haye, convention bilatérale signée par la France, et elles font également l'objet d'un règlement européen, le fameux règlement Bruxelles II bis. Donc, dans la trentaine ou quarantaine de minutes que nous avons, nous allons essayer de voir le plus clairement possible comment articuler ces différentes règles internes, conventionnelles et européennes applicables en la matière. La deuxième source de difficulté est liée au fait que le principal critère de rattachement n'est plus celui de la nationalité, mais celui de la résidence habituelle du mineur qui s'impose tant pour la compétence juridictionnelle que pour la loi applicable. Ainsi, même si le mineur a la nationalité française, dès lors qu'il réside à l'étranger, il faudra déterminer la teneur d'une loi étrangère et, le cas échéant, il faudra saisir un juge étranger. Évidemment, cette situation peut entraîner une certaine lenteur dans le traitement des dossiers, également un surcoût
et des blocages parfois de faits qui sont liés à l'inertie du représentant légal dans le pays de résidence du mineur, ou qui peuvent être liés aussi à des différences importantes notamment entre le droit des pays de droit latin et le droit anglo-saxon, qui par exemple ne connaît pas la notion d'option successorale, ne sait pas trop ce qu'on lui demande quand on lui demande si le représentant légal a le pouvoir d'accepter une succession seul pour le compte de son enfant. Alors, par souci de clarté et de simplicité, j'ai choisi de présenter ces règles de droit international privé de façon tout à fait classique. Premièrement, en s'intéressant à la détermination de la loi applicable à l'administration des biens du mineur, et dans un second temps, en s'intéressant à la désignation du juge compétent. Et dans un troisième temps, nous passerons à l'application pratique de ces règles à travers 2 exemples. Donc, dans un premier temps, nous allons nous intéresser à la détermination de la loi applicable à l'administration des biens du mineur. Identifions pour commencer les sources. Donc, traditionnellement, en droit international privé interne, on considère dans la doctrine et dans la jurisprudence, sur le fondement de l'article 3, alinéa 3 du Code civil, que la capacité d'un mineur et sa représentation sont des questions relevant du statut personnel et de la loi nationale. Cette règle de conflit interne a progressivement cédé le pas. D'abord, à partir du 10 novembre 1972 à la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs. Et cette Convention de La Haye a elle-même été modifiée et remplacée par une convention du 19 octobre 1996. Donc, jusqu'au 1er février 2011, la Convention de La Haye de 1961, qui limitait son application au cas où le mineur a sa résidence habituelle dans un État partie à la Convention, laissait une place au droit commun, donc fondé sur l'article 3, alinéa 3 du Code civil, qui trouvait ainsi encore à s'appliquer lorsque le mineur avait sa résidence habituelle dans un État non contractant. Mais quoi qu'il en soit, que l'on soit sur le fondement de la Convention de La Haye de 61 ou sur le fondement du droit commun, pour déterminer les conditions d'acceptation de la succession pour le compte du mineur ou les conditions de la vente d'un bien appartenant au mineur, le critère de rattachement était celui de la nationalité du mineur. À partir du 1er février 2011, la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 a remplacé la Convention de La Haye de 61. Alors, elle a remplacé, sauf dans les relations avec les États parties à la Convention de 61, mais qui n'ont pas adhéré à la Convention de 96. Cette hypothèse se limite aux relations avec la région administrative de Macao. La nouvelle convention de La Haye de 96 réserve aussi l'application des conventions conclues antérieurement par les États membres. Cela vise seulement 2 conventions bilatérales conclues par la France en matière de capacité et de protection des mineurs, la convention entre la France et l'ex-Yougoslavie de 1971 et la convention franco-marocaine de 1981. Il y en avait une 3e conclue avec la Pologne, mais la Pologne et la France ont déclaré que la Convention de 96 primait sur cette convention bilatérale. Par ailleurs, dans la Convention de La Haye, les règles de conflit de loi ont une portée universelle. Alors on va y revenir, on va revenir sur le sens de cette portée, mais en tout cas ça signifie que le droit commun, en principe, n'a plus vocation à s'appliquer. La Convention de La Haye de 96 est donc désormais la principale source de règles de conflit de loi en matière de protection du mineur et en particulier d'administration de ses biens. Or, cette convention retient désormais comme critère de rattachement principal celui de la résidence habituelle de l'enfant.
Alors évidemment, cette solution est bien accueillie par la pratique lorsqu'on a affaire à un mineur étranger résidant en France. Elle l'est beaucoup moins en présence d'un mineur français résidant à l'étranger, alors qu'auparavant, on appliquait la loi française en tant que loi nationale du mineur, ce ne sera plus possible s'il réside à l'étranger. Avant de préciser les règles de conflit de loi prévues par la Convention de 1996, je ferai quelques remarques qui me paraissent importantes sur le domaine d'application de cette Convention. Donc, en ce qui concerne son objet juridique, on observera qu'elle régit tous les aspects du droit international privé. Donc, elle ne concerne pas seulement la loi applicable, mais aussi la compétence juridictionnelle, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération entre autorités. Donc, on va la retrouver un peu plus tard lorsqu'on abordera la question du juge compétent. Quant à son domaine spatial, donc je vous l'ai indiqué, ces règles de conflit de loi ont une portée universelle. L'article 20 de la Convention stipule en effet que celle-ci s'applique même si la loi qu'elle désigne est celle d'un État non contractant. Le caractère universel des règles de conflit de loi supprime ainsi, en principe, toute vocation à s'appliquer du droit interne. Ainsi, quel que soit le lieu de la résidence de l'enfant, quelle que soit sa nationalité, quel que soit le lieu de situation de ses biens, en principe, c'est les règles de la Convention, les règles de conflit de loi conventionnelles qui s'appliquent. Une remarque également concernant son domaine personnel. L'article 2 de la Convention ne vise pas la notion de mineur. Donc, selon cet article, la Convention s'applique aux enfants à partir de leur naissance jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de 18 ans. Or, si dans la plupart des pays, l'âge de 18 ans est l'âge de la majorité, dans certains, la minorité peut durer au-delà de l'âge de 18 ans. Par conséquent, la protection d'une personne âgée de plus de 18 ans, mais mineure selon sa loi nationale, ne relèvera pas du domaine de la Convention de 1996. Au-delà des 18 ans, c'est une autre convention de l'AE qui s'applique, la Convention du 13 janvier 2000 sur la protection internationale de l'adulte. Cependant, cette convention permet seulement de prendre des mesures de protection ou de poursuivre les effets d'une mesure prise antérieurement. Donc on peut placer la personne sous un régime de tutelle, de curatelle, etc. Mais si la personne est encore mineure selon sa loi nationale et sous l'autorité parentale de ses pères et mères, dans ce cas-là, on n'aura pas d'autre solution, à mon sens, que de recourir à la règle de droit commun, aucune convention ne pouvant s'appliquer, et donc de lui appliquer sa loi nationale. Donc on aurait là un tout petit domaine résiduel du droit commun. Enfin, concernant le domaine matériel, je ferai deux remarques. La première concerne la notion de responsabilité parentale, telle qu'elle est définie par la Convention. Alors, elle est définie de manière très vaste, comme visant l'autorité parentale ou tout autre rapport d'autorité analogue. L'objectif est d'englober tout rapport d'autorité et régime de protection du mineur, quelle que soit sa dénomination en droit interne. Et ce qui est important aussi de souligner, c'est que cette responsabilité parentale comprend la protection de la personne, du mineur, mais aussi de ses biens. Donc c'est pour cela qu'elle va nous intéresser dans des dossiers de succession, dans des dossiers de vente immobilière. La seconde remarque concerne les matières couvertes ou à l'inverse exclues du domaine de la Convention, et en particulier l'exclusion des successions à l'article 4F de la Convention. Alors nul doute que les pouvoirs du titulaire de la responsabilité parentale pour vendre un bien appartenant à l'enfant sont inclus dans le champ d'application de la Convention, mais une hésitation est possible concernant les pouvoirs pour exercer l'option successorale pour le compte de l'enfant, dans la mesure où les successions apparaissent parmi les matières exclues. Cependant, selon la majorité des auteurs, il y a lieu de distinguer, pour la question donc, de l'option successorale notamment, entre la question de l'existence de l'option, ses différentes branches, les délais, la forme pour l'exercer,
qui seront des questions qui relèveront du domaine de la loi successorale et qui donc à ce titre sont effectivement exclues du champ d'application de la Convention, et les questions des formalités habilitantes pour exercer l'option du successible mineur, c'est-à-dire est-ce qu'on a besoin d'une autorisation, est-ce qu'il faut faire un inventaire, ce genre de questions qui, elles, vont relever du domaine de la Convention. Ainsi, la Convention reste applicable en matière successorale dès lors que la question soulevée est strictement relative à la protection du mineur. Voilà pour le domaine d'application de la Convention. Il est temps maintenant de s'intéresser de plus près aux règles de conflit de loi. La Convention pose 2 règles de conflit de loi. L'une désigne la loi applicable à la détermination du représentant légal et l'autre la loi applicable à l'exercice de ses pouvoirs. Voyons tout d'abord la loi applicable à la détermination du titulaire de la responsabilité parentale. L'article 16 de la Convention soumet l'attribution ou l'extinction de plein droit d'une responsabilité parentale sans intervention d'une autorité judiciaire et administrative, donc typiquement notre autorité parentale et notre administration légale, à la loi de l'état de la résidence habituelle de l'enfant. Et il est important de souligner ici que la détermination du titulaire de la responsabilité parentale selon cette loi ne peut être modifiée par un changement de résidence habituelle. Donc, une fois attribuée, la responsabilité parentale subsiste en cas de changement de résidence habituelle. Quant à l'exercice des pouvoirs du titulaire de la responsabilité parentale, l'article 17 prévoit qu'il est également régi par la loi de la résidence habituelle, mais en revanche, ici, le conflit mobile en cas de changement de résidence habituelle de l'enfant est tranché en faveur de l'application de la loi de la nouvelle résidence habituelle. Autrement dit, le titulaire de la responsabilité parentale selon la loi de l'état de la précédente résidence habituelle conserve cette responsabilité, mais à partir du changement de résidence habituelle, il l'exerce dans les conditions prévues par la loi de ce second état. Il paraît en effet logique de soumettre l'exercice de la responsabilité parentale à l'environnement juridique actuel de l'enfant. Dans l'hypothèse où la loi de la résidence habituelle de l'enfant soumettrait l'acte que le représentant légal doit accomplir à l'exigence d'une autorisation préalable du juge ou à l'exigence d'une approbation a posteriori de l'acte, il resterait encore à déterminer les juridictions compétentes au plan international pour délivrer cette autorisation. Voyons à présent les règles de détermination du juge compétent au plan international. Identifions d'abord, comme pour la loi applicable, les sources. La France a conclu plusieurs conventions internationales susceptibles de s'appliquer à la compétence du juge en matière de responsabilité parentale. Mais elle est également liée en tant qu'État membre par le règlement 2201-2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence en matière matrimoniale, mais aussi en matière de responsabilité parentale, que vous connaissez mieux sous la dénomination de règlement Bruxelles II bis. Et ce règlement pose un principe de primauté de son application sur celle du droit conventionnel. 2 mots sur son champ d'application. Le règlement Bruxelles II bis est entré en application le 1er mars 2005. Il définit son champ d'application matériel sur le modèle de la Convention de 1996. Donc on va retrouver la notion de responsabilité parentale et son application tant à la protection de la personne que des biens de l'enfant. Quant à son domaine d'application spatial, le critère général d'applicabilité est celui de la localisation de la résidence habituelle de l'enfant dans un État membre. Mais on va voir qu'en réalité, son domaine d'application spatiale est un petit peu plus vaste que ça, car il existe des chefs de prorogation volontaire de compétences qui permettent la saisine d'un juge d'un État membre autre que celui de la résidence habituelle du mineur. On va y revenir. Les dispositions du règlement définissant les rapports de celui-ci avec les conventions auxquelles les États membres sont également liés affirment donc la primauté du règlement sur le droit conventionnel.
Premièrement, le règlement remplace les conventions conclues entre les États membres dans les mêmes matières. Donc, exit l'application de la convention franco-polonaise et de la convention franco-portugaise. Désormais, dans les rapports avec la Pologne et le Portugal, c'est le règlement qui s'applique. Deuxièmement, dans les relations entre les États membres, le règlement prime sur certaines conventions multilatérales conclues avec des États tiers, mais ces conventions continuent de s'appliquer dans les relations entre États membres et États tiers. En ce qui concerne la France et la compétence concernant la protection des biens du mineur, cette application se limite à la Convention de l'Aïd 61 dans les relations avec Macao et à la Convention franco-yougoslave de 71 avec la Serbie, le Monténégro et la Bosnie-Herzégovine. Enfin et surtout, le règlement Bruxelles II bis prime sur la Convention de La Haye de 1996 qui comporte à la fois des règles de conflit de loi, mais je vous l'indiquais tout à l'heure aussi, des règles de compétence. Elle prime sur cette convention, mais uniquement lorsque l'enfant a sa résidence habituelle dans un État membre de l'Union européenne. Par ailleurs, le règlement ne se substitue pas entièrement au droit commun des États membres. L'application résiduelle du droit commun des États membres est prévue par l'article 14 du règlement, lorsqu'aucune disposition du règlement ne donne compétence aux juridictions d'un État membre et qu'aucune convention n'est applicable. Voyons à présent plus précisément l'articulation de ces deux principales sources que sont le règlement Bruxelles II bis et la Convention de 1996, donc leur articulation entre elles et avec le droit commun. Nous allons ici distinguer plusieurs hypothèses pour plus de compréhension en fonction de la localisation de la résidence habituelle de l'enfant, mais aussi de ses biens, afin de préciser dans quel cas le règlement prime, dans quelles hypothèses la Convention de l'Aïd 96 s'applique impérativement et quand est-ce qu'il y a lieu de recourir de manière résiduelle à la règle de droit commun. Première hypothèse, l'enfant a sa résidence habituelle dans un État membre de l'Union. Dans ce cas, le règlement Bruxelles II bis prime sur tout autre texte. Donc dans ce cas-là, la Convention de l'Aïd 96 ne sera pas applicable à la question de la compétence. En revanche, elle continuera à régir la question de la détermination de la loi applicable. Prenons maintenant à l'inverse le cas de l'enfant ayant sa résidence habituelle dans un État tiers à l'Union européenne. Alors là, le principe de primauté du règlement Bruxelles II bis cesse d'exister. Il faut encore dans cette hypothèse distinguer si cet État tiers est partie à la Convention de l'Aïd 96 ou non. Si cet État est partie à la Convention de l'Aïd 96, cette convention s'applique impérativement. Elle s'applique à la place de tout autre texte, sauf convention bilatérale. Si cet État n'est pas parti à la Convention de l'Aïd 96, dans ce cas, il n'y a plus de rapport de primauté d'un texte sur l'autre, du règlement sur la Convention. Le règlement et la Convention prévoient chacun, suivant une forme d'extension de compétences, des chefs de compétences concurrents au fort de la résidence habituelle de l'enfant, se fondant sur d'autres critères, en particulier la localisation des biens dans un État membre ou dans un État contractant de la Convention, ou l'existence d'un lien étroit. On va voir qu'il existe un fort d'urgence dans la Convention et une prorogation volontaire de compétences dans le règlement qui peuvent être très utiles lorsque la résidence habituelle de l'enfant se trouve hors de l'Union européenne et d'un État parti à la Convention. Donc nous allons voir à présent les différents chefs de compétences prévus par les textes applicables dans chacun des trois cas de figure que nous venons de distinguer et d'identifier. Lorsque l'enfant a sa résidence habituelle dans un État membre, lorsque l'enfant a sa résidence habituelle dans un État tiers parti à la Convention de 96, et lorsque l'enfant a sa résidence habituelle dans un État qui n'est ni un État membre, ni un État parti à la Convention. Prenons la première hypothèse où l'enfant a sa résidence habituelle dans un État membre de l'Union. Là, le règlement va primer. La compétence générale, compétence de principe, va revenir aux juridictions de l'État membre de la résidence habituelle de l'enfant, en vertu de l'article 8 du règlement.
Et bien souvent, sur ce fondement, le juge des tutelles en France ne va se reconnaître compétent que si l'enfant a sa résidence habituelle en France. Mais en réalité, lorsque tel n'est pas le cas, le juge français peut encore être saisi sur le fondement de l'article 12, paragraphe 3 du règlement, qui pose une prorogation volontaire de compétence en faveur des juridictions d'un État membre présentant un lien étroit avec l'enfant. Ainsi, les parties sont autorisées à choisir sur ce fondement, par une forme d'extension de compétence, les juridictions d'un État membre autre que celle de la résidence habituelle de l'enfant, pourvu que 3 conditions cumulatives soient remplies. La première, l'existence d'un lien étroit entre le fort et l'enfant, par le biais de la nationalité française de l'enfant, de la localisation de ses biens en France, du fait que la succession s'est ouverte en France, on va y revenir. Deuxième condition, les parties à la procédure doivent accepter expressément ou de toute autre manière non équivoque une telle prorogation de compétence. Et enfin, cette prorogation de compétence doit être conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant. Le règlement Bruxelles II bis a fait l'objet de décisions préjudicielles en interprétation par la Cour de justice de l'Union, qui confirme que dans le contexte d'une succession, l'article 12, paragraphe 3, peut permettre de fonder la compétence des juridictions de l'État membre d'ouverture de la succession au lieu et place des juridictions de la résidence habituelle pour autoriser le représentant légal à conclure un accord de partage successoral ou pour l'autoriser à renoncer à une succession, mais aussi à accepter. Mais en l'espèce, c'était la renonciation à la succession qui était concernée. Donc, dans un premier arrêt du 12 novembre 2014, la Cour de justice a confirmé que l'article 12, paragraphe 3, pouvait s'analyser comme posant une règle de prorogation volontaire de compétences purement territoriale et non matérielle. Autrement dit, on peut utiliser ce fondement de la compétence d'une juridiction d'un État membre qui n'est pas celui de la résidence habituelle, alors même qu'aucune procédure n'est pendante devant les juridictions de cet État. Il y a ensuite eu l'arrêt du 6 octobre 2015. Là, la Cour de justice a considéré que l'approbation d'un partage successoral en présence de mineurs relevait bien du domaine du règlement, donc constituait bien une mesure relative à la responsabilité parentale et pas une mesure successorale qui donc aurait été exclue du domaine du règlement. Dans le troisième arrêt du 19 avril 2018, l'arrêt Saponaro, la Cour de justice a admis l'application, donc ça c'est l'arrêt le plus important, a admis l'application de l'article 12, paragraphe 3, pour fonder la compétence du juge grec du lieu d'ouverture de la succession au lieu et place du juge italien de résidence des mineurs. Et la Cour a précisé également que pour l'acceptation de cette prorogation volontaire de compétences par les parties, eh bien, le simple dépôt d'une demande conjointe par les parents pouvait donc constituer une telle acceptation non équivoque. Elle précise que dans le cas où la procédure interne de l'État membre concerné ferait du ministère public une partie à part entière, il faudrait également l'accord du ministère public, ou au moins l'absence d'opposition de ce dernier. Et enfin, la Cour a estimé qu'une telle prorogation était dans l'intérêt supérieur de l'enfant, du fait que la résidence du défunt à la date de son décès, son patrimoine objet de la succession, le passif de la succession, était situé dans l'État membre de la juridiction choisie. Et en outre, la Cour a relevé qu'il n'y avait par ailleurs aucun élément tendant à démontrer que la prorogation de compétences risquait d'avoir des conséquences préjudiciables sur la situation de l'enfant. Passons à présent à la deuxième hypothèse, l'enfant a sa résidence habituelle dans un État tiers partie à la Convention. Dans ce cas-là, la compétence générale posée par l'article 5 de la Convention appartient aux autorités de l'État contractant de résidence habituelle de l'enfant et concurremment, l'article 11 de la Convention pose un fort d'urgence qui permet de saisir, donc, dans tous les cas d'urgence, les autorités de l'État contractant sur le territoire duquel se trouve l'enfant ou les biens de l'enfant.
La notion d'urgence a fait l'objet d'un commentaire dans le rapport du professeur Lagarde. Il y a urgence lorsque la situation, s'il n'y était porté remède que par la voie normale prévue aux articles 5 à 10, serait susceptible d'entraîner un préjudice irréparable à l'enfant. Et donc, par exemple, il y a urgence s'il faut vendre rapidement des biens en danger de dépérissement appartenant à l'enfant. Enfin, intéressons-nous à la troisième hypothèse. L'enfant a sa résidence habituelle dans un État tiers, non partie à la Convention. Dans ce cas-là, les chefs de compétences généraux du règlement et de la Convention ne sont pas applicables, mais on pourra recourir aux chefs de compétences concurrents qui sont applicables même si la résidence habituelle de l'enfant est dans un État tiers non partie à la Convention. Et ça va permettre de saisir les juridictions françaises, mais seulement si certaines conditions sont remplies. Donc on retrouve ici le fort d'urgence de l'article 11. On retrouve aussi le mécanisme de prorogation volontaire de compétences de l'article 12, cette fois-ci paragraphe 4, qui s'appuie sur la compétence des juridictions de l'État membre présentant un lien étroit avec l'enfant prévu au paragraphe 3, qui reprend donc du coup implicitement les trois conditions posées. Il faut un lien étroit, il faut l'acceptation expresse ou non équivoque de toutes les parties, et il faut que ce soit conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant. Et pour cette conformité à l'intérêt supérieur de l'enfant, l'article 12, paragraphe 3 précise qu'elle est paragraphe 4 précise qu'elle est présumée être dans l'intérêt de l'enfant, la compétence donc du juge de l'État membre du lien étroit, notamment lorsqu'une procédure s'avère impossible dans l'État tiers. Enfin, en dernier lieu, lorsqu'aucune disposition du règlement ne donne compétence au juge d'un État membre et qu'aucune convention n'est applicable, les règles de compétence de droit commun s'appliquent, c'est-à-dire nos privilèges de juridiction fondés sur la nationalité française du demandeur ou du défendeur, donc sur la nationalité française, non pas de l'enfant, mais de son représentant légal, qui sera le demandeur au sens de l'article 14 du Code civil. Alors, rapidement, deux exemples. Je reprends le cas évoqué en introduction du mineur de nationalité française qui hérite de sa grand-mère en France. Son père est prédécédé, il vit en Belgique avec sa mère. Un notaire français est chargé de régler la succession et se demande quelles formalités doivent être effectuées pour transmettre les biens au petit-fils mineur résident belge. La succession va être réglée selon la loi française. Et pour déterminer la loi applicable, on va avoir recours à la Convention de La Haye de 1996. Pour déterminer le titulaire de la responsabilité parentale, on appliquera donc la loi de l'état de la résidence habituelle au moment de l'attribution de cette responsabilité parentale. En l'espèce, l'enfant a toujours résidé en Belgique. La loi applicable est la loi belge. Son père est décédé. Que prévoit la loi belge dans ce cas? Là, vous pouvez consulter le site www.personne-vulnérable-europe.eu, qui est un site qui a été conçu par le Conseil des notaires de l'Union européenne sous l'égide des institutions européennes et qui vous renseigne et vous indique que l'article 375 du Code civil belge, en cas de décès de l'un des parents, confie la responsabilité parentale en principe à l'autre parent seul. Ensuite, la loi applicable aux conditions d'exercice des pouvoirs du titulaire de la responsabilité parentale, ce sera la loi de la résidence habituelle actuelle. Donc, en l'espèce, l'enfant réside en Belgique, la loi applicable est encore la loi belge, et le même site, www.personne-vulnérable-europe.eu, vous indique qu'en principe, seule une acceptation sous bénéfice d'inventaire est possible, mais depuis une réforme assez récente du droit belge, il est possible aussi, à condition d'obtenir une autorisation spéciale du juge, d'accepter purement et simplement la succession si celle-ci est manifestement bénéficiaire. Ce qui nous amène donc à la question de la détermination du juge compétent. Comme nous l'avons vu selon l'article 61 du règlement,
le règlement va primer sur la Convention de La Haye de 1996, dès lors que le mineur réside habituellement dans un État membre, ce qui est bien le cas en l'espèce. Selon l'article 8 du règlement, la compétence de principe va revenir aux juridictions de l'État membre de résidence habituelle du mineur, en l'espèce, le juge belge. Mais le juge français pourra également être saisi. Et on se fondera dans ce cas sur l'article 12, paragraphe 3, qui prévoit donc une prorogation volontaire de compétences fondée sur le lien étroit avec un autre fort que celui de la résidence. En espèce, sur le fondement de l'article 12, paragraphe 3, donc le juge français pourrait également être saisi, puisqu'on pourra établir un lien étroit, puisque l'enfant est français, et surtout, la succession s'est ouverte en France. Quant à l'acceptation par toutes les parties, au regard de la jurisprudence, on a vu qu'un simple dépôt de la requête signé par le ou les titulaires de la responsabilité parentale suffira. En outre, on peut s'interroger sur le point de savoir s'il faudra l'acceptation ou la non-opposition du ministère public. Alors, je ne suis pas une spécialiste de procédure civile interne, mais il me semble qu'en matière gracieuse, il est simplement fait communication au ministère public de l'affaire, et donc il ne me semble pas qu'on puisse considérer le ministère public comme une véritable partie à la procédure, et qu'il faille donc obtenir son accord ou, en tout cas implicitement, une trace de la non-opposition du procureur. Quant à la conformité à l'intérêt supérieur de l'enfant, également au regard de la jurisprudence, elle pourrait tenir ici au fait que la succession est entièrement réglée en France, que le passif, donc s'il en existe, se trouvera également exclusivement en France, et donc qu'a priori, aucun élément n'indique ici que cette prorogation de volontaire de compétences au profit du juge français risquerait d'avoir une incidence préjudiciable sur la situation de l'enfant. Pour finir, donc, le deuxième cas, ce cas concerne la vente d'un bien immobilier situé en France et appartenant à un mineur franco-malien résidant au Mali. Donc on nous présente les faits suivants. Un enfant de 8 ans, de nationalité franco-malienne, hérite de son père décédé en France. Dans la succession, il recueille un bien immobilier situé en France. L'enfant et sa mère de nationalité malienne résident habituellement au Mali depuis le décès du père. Et l'immeuble, inoccupé et non entretenu depuis longtemps, se détériore de plus en plus vite. Le notaire chargé de sa vente se heurte au manque de réactivité de la mère qui éprouve des difficultés financières et pratiques pour effectuer au Mali les démarches nécessaires à l'obtention de l'autorisation requise. Donc il faut une autorisation judiciaire au Mali pour vendre un bien immobilier pour le compte d'un mineur, selon la loi malienne de résidence habituelle du mineur. Et on voit que les démarches ont du mal à aboutir au Mali. Alors c'est vraiment une situation qui, lorsque le dossier présente des éléments d'extranéité et qu'on est en présence d'un mineur, c'est une situation très courante, de difficulté à effectuer les démarches à l'étranger. Donc la question qu'on va se poser, c'est celle de savoir si on peut saisir un juge français. On se trouve là dans la troisième hypothèse que l'on avait identifiée tout à l'heure, c'est-à-dire celle dans laquelle le mineur réside habituellement dans un État tiers à l'Union européenne et qui n'est pas partie à la Convention de 1996, ni d'ailleurs à aucune autre convention bilatérale conclue en matière de capacité et de représentation du mineur avec la France. Donc dans ce cas, la compétence de principe devrait revenir ici au juge malien, qui est l'état de résidence du mineur et l'état de sa nationalité, si toutefois le juge malien se reconnaît compétent selon ses propres règles de compétence. Mais pour faciliter les démarches, on a envie de se demander s'il n'existerait pas une compétence concurrente du juge français. On pourrait se fonder sur le fort d'urgence de l'article 11 de la Convention de La Haye, à condition d'établir la localisation du bien objet de la mesure de protection en France. En l'espèce, l'immeuble, l'objet de la vente, est bien situé en France. Et une situation d'urgence, en l'espèce, le bien subit une détérioration.
On peut aussi, alternativement, se fonder sur la prorogation volontaire de compétences de l'article 12, paragraphe 4 du règlement, à condition d'établir un lien étroit entre le juge français et l'enfant. Ici, l'enfant est français, franco-malien, il a la nationalité française, et le bien objet de la mesure, le bien à vendre, est localisé en France. Il faut également l'acceptation des parties. Alors là, de nouveau, le simple dépôt de la requête signée par la mère. Et enfin, il faut établir la conformité de la saisine des juridictions françaises avec l'intérêt supérieur de l'enfant. Et là, on l'a vu tout à l'heure, dans le cas de l'article 12, paragraphe 4, il est indiqué que la compétence fondée sur l'article 12 est présumée être dans l'intérêt de l'enfant, notamment lorsqu'une procédure s'avère impossible dans l'État tiers concerné. En l'espèce, les difficultés financières et pratiques éprouvées par la mère pour demander l'autorisation au Mali pourraient servir à établir que la saisine du juge français est dans l'intérêt supérieur de l'enfant. On aurait également aussi intérêt à utiliser ce fondement pour saisir les juridictions françaises quand le mineur réside dans un pays de droit anglo-saxon et qu'il faut demander une autorisation pour accepter ou renoncer à une succession, dans la mesure où l'acceptation et la renonciation à une succession, l'option successorale est une notion qui n'est pas connue des pays de common law. Et donc, effectivement, bon, c'est pas que la procédure s'avère impossible, mais en tout cas, elle est rendue très, très difficile par cette différence de contenu. Voilà, donc je voulais vous montrer à travers cette présentation et ces deux cas pratiques que même lorsque la résidence habituelle du mineur se trouve à l'étranger, on peut parvenir à fonder la compétence du juge français sur des règles de compétences concurrentes, souvent méconnues de nos juridictions, et parvenir ainsi à débloquer certaines situations. Je vous remercie pour votre attention. On va passer aux questions. Quelqu'un souhaite-t-il poser une question ou faire une intervention ? Et dans le cas où le mineur n'est pas de nationalité française, imaginons qu'il soit de nationalité belge et qu'on ait un bien en France, un peu votre cas, est-ce que vous pensez qu'on pourrait essayer d'utiliser, comme je ne parviens pas à faire grand-chose là, avec la Belgique, est-ce que ce serait possible de tenter effectivement le lien étroit ? Je pense que oui. J'ai pris l'exemple du mineur de nationalité française parce qu'il était particulièrement parlant. Voilà, dans la mesure où le critère de la nationalité auparavant était un critère prépondérant, et pour montrer la différence aujourd'hui, où finalement c'est le critère de la résidence habituelle qui est prépondérant. Mais je pense que oui, dans la mesure où la jurisprudence de la Cour de justice, justement, a admis la saisine sur le fondement notamment de l'article 12, paragraphe 3, du juge du lieu d'ouverture de la succession. Et donc, le lien étroit a été établi simplement sur la base de la localisation des biens et du fait que la succession était ouverte dans l'état du fort choisi par les parties. Donc, la nationalité dans cette espèce-là n'avait pas du tout été prise en considération. Et là, on ferait une requête sur le fondement de l'article 12, simplement signée par le tuteur. Oui, par les parents ou le parent survivant, le tuteur, en fonction de la situation. Tout à fait. Merci beaucoup. D'autres questions ? Bonjour. Je n'ai pas sûr d'avoir bien compris, en fait, lorsque aucune des conventions ne peut fonctionner, on a dit qu'on se rattachait à la nationalité de la personne qui est titulaire de l'autorité parentale. Oui. Sauf que si l'objet de la convention, c'est aussi de désigner la personne qui est titulaire de l'autorité, non ? Oui, effectivement, il y a une règle de conflit pour désigner qui est les titulaires, mais si la convention n'est pas du tout applicable, elle ne s'appliquera pas non plus à cette question. Et finalement, c'est sur le plan de la règle de conflit de loi que vous situez.
Alors, normalement, pour les règles de conflit de loi, on n'a pas de domaine résiduel du droit commun, sauf lorsqu'on a affaire à un grand mineur, hein, qui est encore mineur, même s'il a plus de 18 ans. Donc, le droit commun va s'appliquer surtout dans le cas de la compétence. Et c'est dans le cas de la compétence que l'on va saisir les juridictions françaises sur le fondement de l'article 14 du Code civil, dès lors que le représentant légal a la nationalité française. Mais lui, il sera déterminé selon la loi applicable prévue par la Convention, qui, elle, demeure applicable à la question de la détermination de la loi applicable. Je crois qu'il y avait une question par là. Je suis désolée, mais la masterclass est finie. On va arrêter les questions. On va passer au prochain intervenant. Donc je vous invite, si vous avez d'autres questions à poser à notre intervenante, à le faire en dehors du forum.